C'est le temps qui fait la panique. C'est le temps qui fait la panique. Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC. Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences. Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Bénévolencia en partenariat avec Radio Okapi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est le temps qui fait la panique, votre émission hebdomadaire qui analyse les mots, les discours et leur impact sur notre vivre ensemble en République démocratique du Congo. Je suis Ronéline Thibonera et je suis accompagné par Magloire Landou. Bonjour Magloire. Bonjour Ronélie, bonjour à toutes et à tous. 2 mois se sont écoulés depuis la déclaration officielle de la 17e épidémie de la maladie à virus Ebola dans l'est de la RDC, partie des Mongwalu dans la province d'Elituri. Si des efforts ont été fournis pour limiter l'explosion des ces cas dans les zones affectées, le nombre de provinces touchées est passé de 3 à 5. Parmi les défis évoqués, on note la non-appropriation des gestes barrières par une partie de la communauté, mais aussi de propos tenus par certaines personnes allant jusqu'à nier l'existence de la maladie ou accuser faussement d'autres d'en être le vecteur. Comment comprendre ces langages adoptés par certains qui relèguent au second plan les efforts de lutte? Quel danger ces langages des discrédits peut-il représenter pour les zones affectées et la communauté tout entière? Pour analyser ce défi du langage, nous recevons 2 invités depuis Butembo. Nous sommes avec Umbo Salama, chef des travaux à l'Université de l'Assomption au Congo en sciences de l'information et de la communication. Il est aussi chercheur attaché au laboratoire interdisciplinaire du développement social en laboratoire des recherches de l'école du genre à l'Université de Goma. Bonjour Umbo. Bonjour Radio Okapi, bonjour aussi à tous les auditeurs de cette émission. Avec nous dans ces studios, Placide Nzilamba, secrétaire technique de la Société civile du Nord Kivu et l'un des leaders d'opinion de la région. Bonjour Placide et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Ronali, bonjour madame et Sika Umbo à partir de Butembo. Avant d'entrer dans les vifs du sujet, écoutons un premier extrait de notre sketch. Cette scène se déroule sur un campus où des étudiants discutent du langage qu'ils utilisent alors qu'une épidémie vient d'être déclarée dans leur université. On écoute. Et votre là encore? Même que tu n'y as un chingani. Oh, moi j'attaque. Mbouyi, tu fais quoi là? Tu n'as même pas lavé le main avant de manger. Attends, tu veux nous filer les virus ou quoi? Mais quel virus? Épargnez-moi ces bobards s'il vous plaît. Des bobards? Oui. Tu vis sur quelle planète toi? Pourtant je te vois toujours sur ton téléphone. Allons Kitoko, tu as l'air plus intelligente en te voyant là, donc arrête. Mbouyi a raison. Raison? Oui, il a raison. Tout ça, c'est de la fiction, une conspiration savamment orchestrée par des ennemis de notre université. Mbota, et laisse Kitoko continuer à perdre la tête avec ces histoires d'épidémie bidon. Non mais, attends. Ça va pas avec vous deux là, hein? Ça va pas ou quoi? Avec ces langages-là, vous êtes même plus dangereux que le virus lui-même. Et toi, tu n'es qu'une sale traîtresse. Moi, traîtresse? Oui, tu n'es qu'une sale traîtresse. Si tu as été payé pour faire la promotion de cette machination visant à déstabiliser notre université, tu ne mérites même pas de rester sur le campus. Qui? Tu ne mérites pas. Dégage. Je bouge pas. En tout cas, tu dégages, ma soeur. Je bouge pas, je suis là. Donc, elle n'est pas immortée. Ok, on va voir si tu vas vous voulez nous tuer ou quoi? Allons Kitoko, t'as eu l'air plus intelligente, Mbouyi a raison. Tout ça, c'est de la fiction, une conspiration savamment orchestrée par des ennemis de notre université, dit l'un des personnages dans cet extrait. Vous êtes à Butembo Umbo. Quel regard portez-vous sur ces genres de propos tenus par certains membres de la communauté lorsqu'ils sont invités à se conformer aux mesures mises en place pour contenir une épidémie? Oui, merci beaucoup pour l'octroi de la parole dans cette émission. La manière dont cette épidémie est traitée, c'est un peu différent et la manière dont nous, ici au Nord Kivu, on avait subi la 10e épidémie d'Ebola, où par exemple, on interdisait des rassemblements
Pourtant, aujourd'hui, on voit les églises qui fonctionnent d'une manière normale. On voit les gens qui viennent avec les corps, les dépouilles mortelles dans des églises, les gens qui se rassemblent dans des bars. Pourtant, lors de la 10e épidémie d'Ebola, il y avait certains rassemblements qu'on interdisait. Il y avait tous ces éléments-là, donc les interdictions de se rassembler en groupe, de se retrouver par exemple dans une école assis trop serré. Il y a même les gens qui ont fermé les marchés. On a demandé aux gens de se comporter mieux au marché. Et ça, on n'a pas observé ce genre de mesures être prises lors de cette 17e épidémie d'Ebola. Et cela crée à ce que les gens puissent avoir des problématiques et des complots qui interviennent. Et aussi, cette épidémie vient de faire beaucoup de morts dans les corps sanitaires. Et je pense que tous ces éléments-là, il faut essayer un peu qu'on puisse voir comment remédier à cette question. Voilà un peu les regards que je peux faire par rapport l'ancage qui est en train d'être tenu lors de cette maladie à virus Ebola. Alors, nous allons rentrer sur le plan communautaire parce que vous avez évoqué plusieurs facteurs qui sont à la base de ces situations. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut, par exemple, avoir une idée sur les facteurs qui sont endogènes et exogènes et qui peuvent justifier ces décalages des paroles dans les zones affectées des régions comme Beni, Butembo et des régions comme Mongwalu, tenant compte de la responsabilité communautaire? Oui, il y a quelque part une responsabilité communautaire. Vous voyez, et la manière de traiter les cas de deuil ici dans différentes communautés. Il y a les gens qui deviennent très proches des personnes mortes. Il y a les gens qui veulent toucher le corps des personnes mortes. Et tous ces éléments-là qui affectent, puisque la mort affecte beaucoup la population locale. Et il y a aussi ceux qui ne croient pas sans avoir touché. Donc les gens qui sont comme des tomates, donc il faut d'abord toucher le corps pour qu'ils soient convaincus que réellement la personne est morte. Et l'autre côté, c'est la manière dont interviennent les organisations, toutes les organisations autour de la lutte contre cette maladie. Quand on voit comment se déploient les organisations internationales et nationales, la manière dont on recrute le personnel, puisque tous les personnels ne sont pas recrutés dans les milieux locaux, et cela affecte directement cette population de dire comment ce sont les étrangers qui vont venir nous soigner alors que nous avons nos propres personnels malheureusement qui est en train aussi de mourir. Et cela crée un peu de frustration. Cela fait à ce que les gens puissent avoir un autre langage. Les gens pensent qu'on est en train de vouloir exterminer les personnels soignants à qui la confiance pour qu'on les amène un autre personnel qui va maintenant bien propager la maladie, qui va... Donc, il y a une sorte de théorie de complot qui se gère autour de cette maladie. Et je pense à ce niveau, il faut qu'on prenne de grandes dispositions pour d'abord éviter à ce que les personnels soignants ne puissent pas continuer à être victimes de cette maladie-là. Merci Umbo Salama pour ces explications. Je me tourne à présent vers vous, Placide Ndilamba. Pourquoi certaines personnes préfèrent-elles nier l'existence d'une épidémie plutôt qu'y faire face ? Effectivement, c'est-à-dire, si on va nier qu'il n'y a pas une épidémie, c'est que le message n'est pas bien arrivé. Ou si le message est arrivé, il est arrivé par un canal inapproprié. Parce que ce sont les éléments de langage, c'est ce qu'on appelle le narratif. Le narratif qui est développé autour de cette maladie ne devait pas être celui qu'on est en train de voir aujourd'hui. Parce que nous sommes à la 17e épidémie, madame, au Congo. C'est que nous avons déjà des prérequis en matière d'Ebola. C'est que nous avons aussi des mesures de pérennisation, d'autres expériences que nous avons vécues. Est-ce que ces mesures de pérennisation ont été mises en place ? Après chaque épidémie, on vole tout ce qui était matériel, on abandonne tout ce qui était centre de traitement. Donc on laisse tout, on se dit bon, c'est fini. Dans une communauté qui a été affectée et qui voit que même l'État lui-même se comporte comme ça, comment seront les individus ? Comment les citoyens vont se comporter? Ils vont croire que bon, c'était leurs histoires, ils ont bricolé pour la faire finir. Parce que quand vous voyez même ce qu'ils construisent là, ce n'est pas endurable. Avec 17 épidémies, nous devrions déjà faire d'Ebola un danger permanent avec nous. Et préparer déjà des infrastructures, des mesures, préparer même des personnels bien adaptés à ces contextes. Mais ça ne va pas. Quand même, on vous l'a dit ici, quand même, ce sont les soignants qui meurent de la maladie. Donc, on n'a pas pris on n'a pas vécu, on n'a pas mis en place les expériences tirées
de toutes les autres épidémies que nous avons vécues. C'est déjà le plus grand problème. Comme il a dit aussi, il se développe aujourd'hui une sorte qu'on semble peut-être ne pas voir, c'est une sorte de fissure sociale et surtout des tensions politiques. Sur l'Ituri, là où la maladie sévit à grande échelle, il y a vraiment certaines frustrations sociales et certaines ruptures politiques qui encouragent des messages contraires aux vrais messages. Alors il faut vraiment une communication de choc qui vient couper, qui vient court-circuiter les messages qui laissent à ce que les citoyens soient exposés. Vous savez qu'une épidémie tue plus que même une rébellion. Une épidémie tue plus que même le terrorisme. Si vous voyez d'autres États sont sérieux et rigoureux avec nous en fermant leurs frontières, ne pensez pas qu'eux blaguent. Et ils prennent la vie de leurs citoyens avec beaucoup de sérieux. Et notre problème, c'est de dire, la maladie est arrivée quand la zone est sous état de siège. Ça, il ne faut pas négliger. La zone est sous une gouvernance militaire, c'est-à-dire en opération militaire. Alors, aujourd'hui, pour mettre en application les mesures et barrières qu'on a édictées, il faut un peu de rigueur. Parce que là, il se combine aussi l'aspect économique et l'aspect sanitaire. Et que donc, ceux qui recherchent l'argent sur cette zone où il y a de l'or ne vont pas vous accepter qu'il y a Ebola. C'est parce que vous voulez les restreindre à ne pas accéder à la zone et puis se freiner leurs affaires. Ils doivent toujours injecter dans la population des messages comme ça, de résistance, pour qu'eux continuent. Les autres, c'est du sérieux dans les autres États. Si vous ne respectez pas ces mesures, vous vous exposez déjà à des sanctions. Alors, pour nous, c'est dire, aujourd'hui, il y a une nécessité de prendre maintenant d'autres précautions par lesquelles, ou d'autres canaux par lesquels les messages peuvent bien arriver à la population. Parce qu'en matière d'épidémie, c'est nous, la population, qui devons ne fût que respecter les mesures édictées par les spécialistes de la santé. C'est tout. Et nous vivrons. Placide Nzilamba, ces langages des discrédits traduit-il une crise de confiance envers les autorités générales ou sanitaires ou une peur de perdre ses libertés? Non, je vous ai dit, c'est conduit par beaucoup de vecteurs. Je vous ai parlé, par exemple, de l'aspect économique dans la zone. L'Ituri, c'est une zone minière, et de l'or. Vous comprenez? Si aujourd'hui on dit on bloque l'accès à l'Ituri, c'est tous ces opérateurs miniers, tout le monde est en train d'aller à l'Ituri, c'est pour l'or aujourd'hui. Alors si vous dites ça, quand ils voient les millions qu'ils vont perdre, et voient Ebola, non, ils y vont. Et tout le monde... D'ailleurs, parmi les facteurs de propagation, ce sont ces filons-là dans lesquels on cherche l'or. Est-ce que les gens ne sont pas entassés dans un même trou pour chercher l'or? Donc même dans ces trous-là, on ne respecte rien comme mesure barrière. Alors, les intérêts économiques sont plus élevés que le message que nous amenons. De deux, ce sont les leaders locaux que je trouve moins exploités pour lutter contre ces messages-là. Quel est le message que vous avez mis dans la bouche de ces leaders locaux qui sont acceptés? Quelle méthode de sensibilisation avez-vous mise en place pour, par exemple, les groupes armés? Vous allez larguer les tracts dans la forêt pour que les combattants lisent et comprennent qu'il y a Ebola? Ce sont toutes ces techniques qu'il faut étudier, de communication, pour que les messages arrivent à destination et qu'on lutte ensemble. Parce que quand il y a les élections, on voit que les groupes armés parfois s'arrêtent et laissent les gens aller voter. Quelle technique on utilise? C'est toujours la communication. Alors, pourquoi ça, on ne l'utilise pas aujourd'hui? Je crois que dans la zone, il faut aussi développer de tels tacts pour essayer de limiter la propagation, parce que les messages que nous recevons maintenant là démontrent que même les cas qu'on nous dise que, en tout cas, il y a encore beaucoup de dégâts plus que ce qu'on nous présente. Merci pour ces éclairages, Placide Nzilamba. Nous allons écouter maintenant notre deuxième extrait du sketch radiophonique. Cette fois-ci, les étudiants expérimentent les conséquences du langage adopté qui vise à saper les efforts déployés dans leur université pour mettre un terme à l'épidémie. Si tu vas même toucher à cette nourriture, elle va partir. Mais dégagé? T'es encore là en train de laver tes mains? On t'a dit de dégager, non?
Elle lave ses mains. On ne veut pas des traîtres ici qui conspirent avec les ennemis de notre université. Tous ceux avec leur épidémie inventée de toutes pièces. Quand on en a bout oui, vous êtes des traîtres. Des traîtres. Oui. C'est plutôt vous qui voulez faire tuer toute la communauté universitaire par votre ignorance. Là. Allez vous faire foutre là-bas. Mais toi-même va te faire foutre. Bande des hypocrites. Vous êtes hypocrites. Arrêtez tout le deux. Mounyamaze Kwanza. Les gars, croyez-vous qu'il s'agit d'un simple sujet de rhétorique ici, hein? Est-ce que vous savez que beaucoup de cas positifs viennent d'être confirmés sur notre campus ici? Il y a beaucoup de cas positifs ici. T'as entendu, hein? Confirmé. Oui. T'as entendu? Beaucoup de cas positifs viennent d'être quoi? Confirmés. Mon cher, tu vas continuer à raconter des bêtises? Non, dis-moi, tu vas continuer à raconter des bêtises? Tu peux te réjouir que votre conspiration marche. Aman, il semble convaincu. Non, mais non, attends, écoutez. C'est pas une question d'être convaincu là. Vos polémiques bidons ne nous aident à rien, les gars. Ce virus est réel, je vous l'ai dit. C'est pas une blague. Tu sais qu'un de nos collègues est décédé ce matin? Tu l'as dit? Collègue, moi les coups. Décédé? Oui. Mais Nani Mouina, c'est qui? Non, mais en fait, moi je ne le connais pas, mais c'est quelqu'un de ta fac. Ne me dis pas ça. Oui. Il semble que c'est quelqu'un qui ne voulait pas y croire non plus. Attends. Voilà ce qui vient d'arriver. Moi, j'ai rien fait. C'est juste que cette histoire nous a foutu la trouille. Quand on entend des choses, je réfléchis plus et je raconte n'importe quoi. C'est exactement ça. Tu sais, toi là tu en es responsable. Mon cher, toi là tu en es responsable. Les gars, écoutez-moi d'abord, écoutez-moi. Est-ce que vous vous rendez compte comment il sera difficile de faire face à cette épidémie si nous n'avons pas un langage harmonisé et que nous la prenons vraiment au sérieux? Hein les gars? Bon. Ce n'est pas une question d'être convaincu, vos polémiques bidons ne nous aident en rien. C'est vrai, c'est réel les gars, ce n'est pas une blague. Tu sais qu'un de nos collègues est décédé ce matin de pleurs en étudiant. Dans des zones comme Beni, Rwampara et Butembo, certains agents engagés dans la riposte ont été pris en partie par de jeunes censés observer les mesures barrières. Pensez-vous, Umbo, que les langages ou les rumeurs relayées via les réseaux sociaux peuvent impacter les efforts déployés? Quand on essaie un peu de voir ce qui se dit sur les réseaux sociaux, c'est ce qui crée maintenant beaucoup de contradictions. Dans les réseaux sociaux, on essaie un peu d'être trop pessimiste par rapport à l'existence de la maladie. On essaie un peu de dérouter les idées que les gens ont dans la communauté. Et ce sont ces idées-là qui amènent à ce qu'il y ait beaucoup de groupes qui s'attaquent maintenant au personnel soignant. Puisqu'il faut savoir le contexte, comme l'a dit Placide, nous sommes dans un contexte où il y a aussi des éléments qu'on a du mal à contrôler. C'est vrai, ici chez nous par exemple, nous avons, à part les FRDC, nous avons aussi d'autres groupes armés. Nous avons les VDP, les Wazalendo, qui sont là. Et quand c'est une personne proche de Mouzalendo, là, il y a même le personnel soignant qui peut avoir du mal à suivre cette personne puisqu'il sera terrorisé par ces groupes armés et ces gens qui sont en possession des armes. Et donc ça, c'est aussi une autre équation qui intervient dans cette lutte contre la maladie. Et ce sont ces personnes-là qui peuvent s'attaquer à ces personnels, qui peuvent s'attaquer aux centres de traitement, qui peuvent s'attaquer aux familles et même des gens des gens qui sont en train d'être soignés dans des centres de traitement. Et tous ces paramètres-là, il faut qu'on puisse essayer un peu de voir comment bien observer les publications sur les réseaux sociaux pour qu'on ne puisse pas tomber dans les questions de pandémie et ainsi de suite, où il y a beaucoup de désinformation, il y a beaucoup d'intox, il y a beaucoup de manipulations et c'est chacun qui se fait passer pour un expert sur les réseaux sociaux et cela est en train de mettre de plus en plus à danger les personnels soignants. Alors, quelle responsabilité individuelle porte chacun lorsqu'il relaie de propos qui minimisent ou nient une épidémie? Oui, et c'est là où j'ai dit qu'il faut qu'on puisse arriver à mettre en place un système de surveillance et de publication qui sont sur les réseaux sociaux, puisque de bouche à oreille, les gens ne s'intoxiquent pas facilement. Mais c'est sur les réseaux sociaux que les gens sont en train de faire des intoxications. Et là, il y a la responsabilité de tout et chacun. Puisque en RDC,
c'est presque tout le monde qui se fait passer pour un expert dans un domaine, que ce soit en matière militaire, que ce soit en matière de santé, en matière d'économie. Et chacun essaie un peu de se faire passer pour un expert, surtout quand il publie des questions sur les réseaux sociaux. Et là, il faut qu'à ce niveau, qu'on puisse montrer. Et qu'on puisse montrer, par exemple, les questions du numérique, comment le numérique doit être responsable de ses publications, comment on peut poursuivre quelqu'un qui met des intoxications sur les réseaux sociaux. Et puisque les réseaux sociaux, c'est un nouvel espace public qu'on doit aussi chercher à réglementer, qu'on doit aussi chercher à faire comprendre avec les questions d'éducation aux médias, pour qu'on puisse arriver à regarder dans une même direction, qu'on puisse arriver à avoir des idées qui peuvent aussi aider la communauté à bien se comporter devant des questions, des épidémies, des pandémies et d'autres maladies. Merci Umbo Salama. Je me tourne vers vous, Placine Zilamba. Il est vrai aujourd'hui que nous jouissons tous de la liberté d'expression, mais comment dissocier cette liberté de la dangerosité du langage? Par exemple, je vais donner des cas comme Béni, où on a vu certains jeunes tabasser des relais communautaires, on a vu des jeunes mettre du feu sur les centres de traitement contre Ebola. Est-ce que tout ça, c'est toujours la liberté, ou il y a des stratégies à mettre en place pour contenir ce genre d'agissement? Ça, c'est l'anarchie. Comment tu peux t'attaquer à une structure sanitaire? D'ailleurs, c'est une violation grave du droit international. Vous comprenez? Ce sont des crimes, d'ailleurs. Alors, pour nous, c'est dire qu'il y a déjà la loi sur le numérique. Donc, tu ne peux pas... Vous savez, des habitudes dans nos milieux reculés là-bas, c'est quelqu'un qui fait un audio, allô, groupe, allô, donc il lance ça dans les... Allô, le groupe, ça devient à la une. C'est chacun qui dit ce qu'il veut. Je crois que l'important, c'est de dire les tenanciers des groupes WhatsApp, ils doivent être regardants pour ne pas laisser passer de tels genres de messages. Plus fort, il faut même accuser ou même mettre en nid ceux qui font circuler de tels genres de messages. Parce qu'ils exposent tout le monde. Parce qu'un cas d'Ebola, retrouvé déjà en Asie ou ailleurs, c'est le monde entier qui est en péril. Qu'est-ce que nos procureurs, nos magistrats de parquet, est-ce qu'ils comprennent le travail qu'ils doivent faire dans ces cas-là? Mais la liberté d'expression... Les OPJ, écoutez, l'expression est encadrée par les lois. Il y a des lois de la République qui encadrent l'expression. On ne doit pas se réveiller. Il y a ce qu'on appelle les injures publiques. Ce sont des infractions, non? Ça se passe sur la place publique. Pourquoi les gens qui souffrent de la diabète, on leur dit, ne prenez pas du sucre. Ils respectent. Mais vous, on vous dit, lavez-vous les mains, portez le cache-nez, vous voulez résister. Alors que le danger est permanent. Vous ne voyez pas que vous êtes moins sérieux. Merci Placide Ndilamba pour ces analyses. Laissez-moi rappeler à nos auditeurs que vous suivez C'est les temps qui fait la panique, une production de Radio Okapi avec l'ONG La Bénévolencia. Après avoir compris les dangers du langage des discrédits ou des négations autour des épidémies, le moment est propice pour envisager des solutions ou des attitudes permettant de réguler ces écarts de langage en nous basant sur l'expérience de nos invités. Une question à Umbo Salama. Comment instaurer un langage harmonisé et crédible pour mobiliser tout le monde autour de la riposte? Il faut essayer un peu de comprendre d'abord la situation culturelle de la zone, la situation économique et la situation politique. Et après avoir compris tous ces éléments-là, on peut même voir, et dans cette situation économique, comment est-ce que ici on essaie de communiquer, comment est-ce qu'on essaie un peu de parler. Dans la situation culturelle, comment est-ce que les gens communiquent. Dans cette situation, et quand on comprend la situation et le contexte de la zone, là on peut arriver à avoir un langage facile. Et comme Placide l'a dit, savoir identifier les leaders d'opinion et dire si je passe par tel leader, est-ce que mon message va passer? Ou soit que chaque leader, je prends chaque leader dans chaque couche de la société et c'est chaque couche qui peut faire à ce que moi, pour que les gens qui sont autour de moi puissent comprendre ce que j'aimerais dire, il faut que je les parle de cette manière-là. Et quand on comprend les différents leaders d'opinion, les différentes couches de la population, et à ce moment-là, on peut avoir une harmonie dans le langage et savoir parler une même langue, un même langage
pour lutter contre cette maladie. Voilà ce que moi je peux comprendre par rapport à ce type de langage qu'on peut utiliser dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Alors, selon les experts, un engagement communautaire, aucune action de riposte ne peut réussir sans une appropriation par la communauté. Placine Zilamba, quelles mesures concrètes, là je parle de mesures concrètes, peuvent être mises en place pour sensibiliser et responsabiliser chacun? La mesure n'est pas que par les leaders d'opinion. Si un commandant de la police du lieu, il respecte les mesures barrières, il vient, il porte son cache-nez, il fait les parades, il exige à tous les policiers, désormais, personne ne circule sans cache-nez, on ne voit personne dans des attroupements. Il faut engager ces leaders-là eux-mêmes, de comprendre qu'il y a la maladie et de poser des gestes qui sensibilisent les autres. Le message n'est pas seulement le parler, c'est un geste parle aussi. Si le chef de l'État portera un cache-nez ici, et il dira, mwanaume mongira pite, avant le cache-nez tourne comme mwanaume. Si le commandant lui-même du lieu porte déjà un cache-nez, c'est déjà un début de compréhension. Mais quand vous voyez tous les leaders là-bas, on les voit en train de circuler comme si rien n'était. Les avions ici, les gens voyagent, je vois à Boudia, ils reviennent comme si rien n'était. C'est déjà un mauvais départ. Alors, vous avez vu ceux qui manifestaient, les personnels de santé, qui manifestaient devant l'hôpital général de référence de Bouni. Sans cache-nez, sans quoi que ce soit. Que va se dire l'autre là? Vous voyez déjà ce que ça donne. Ce sont des gestes déjà qui démoralisent, qui découragent et qui font véhiculer rapidement les mauvais messages. C'est d'abord les gestes tous les gestes aujourd'hui des leaders d'opinion devaient concourir à éduquer déjà la population. Et même elle-même la population. C'est aussi identifier en elle les centres névralgiques de résistance. Les médias, alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement alors, sur le terrain pour changer la tendance? Les médias aujourd'hui, comme on appelle les médias, avec les réseaux sociaux, il y a tellement beaucoup de paramètres à bien réguler. Parce que tout simplement, il s'observe une concurrence. Quelqu'un peut rester au téléphone dans son lit toute la nuit en train de chatter et recevoir des faux messages. Comment on entre dedans sans beaucoup faire comme il faut là? J'étais ne fût qu'un message de sensibilisation dans ces réseaux sociaux-là. Que ces messages de sensibilisation deviennent plus nombreux que les messages de contestation. C'est ça la guerre médiatique. Et puis on continue aussi avec les médias traditionnels, comme la radio Okapi ici, continuent toujours à sensibiliser dans les langues locales. Il y a intérêt pour tout le monde de se mobiliser aujourd'hui pour mener une sensibilisation de choc, une révolution dans la communication autour d'Ebola, pour que dans peu de jours, on diminue les cas et peut-être on rouvre d'autres activités sur le Congo. Voilà. Merci Placide Ndilamba. C'est sur cette note que nous concluons cette émission. Ce que nous retenons de cette discussion, c'est que le langage des discrédits peut fragiliser la riposte face à une épidémie. Il nourrit la peur, la confusion et la division au sein d'une communauté. La négation de faits, la moquerie et les accusations de complot détournent l'attention de l'urgence sanitaire et retardent l'action collective. Oui, Magloire. À l'inverse, un langage harmonisé, fondé sur la vérité scientifique et la solidarité devient un outil essentiel pour mobiliser, responsabiliser et protéger la communauté. La solution passe par une communication claire, crédible et inclusive qui transforme la peur en vigilance et la méfiance en engagement partagé dans un contexte aussi difficile où la République démocratique du Congo fait face à la 17e épidémie de la maladie à virus Ebola qui continue de se répandre sur le territoire national avec aujourd'hui plus de 5 provinces touchées. Merci à nos invités, Umbo Salama et Placide Ndilamba, pour leur disponibilité et la pertinence de leurs interventions. Merci également à Sylvain Baoguéré qui nous a accompagnés du côté de la régie technique. Et surtout, un grand merci à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. Mesdames et messieurs, le vrai virus, ce n'est pas seulement la maladie, c'est aussi les langages qui la nient. C'était votre émission C'est le ton qui fait la panique, proposée par l'ONG La Benevolencia en partenariat avec Radio Okapi. Et retrouvez cet épisode en rediffusion sur nos ondes, c'est samedi à 11h05 et 19h05 ou en podcast sur www.radiookapi.net et www.abari.net. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et suggestions sur les pages Facebook et X de Radio Okapi et Abari RDC. Merci encore et à très bientôt pour un nouvel épisode de C'est le temps qui fait la panique. Au revoir. Au revoir.
C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Bénévolencia en partenariat avec Radio Okapi.